Je sais pas s'il y a besoin. Bonjour tout le monde. Mes collègues m'ont désigné pour présider cette jury de soutenance de thèse de Maxime Vidor. Je vais commencer par présenter les membres du jury. Donc, à ma gauche, je présente Marine Carpel, qui est professeure à l'Université de Maryland, qui était rapportrice. À côté de moi, c'est Christophe Gravier, qui est professeur d'université à Télécom Saint-Étienne. Ensuite, à côté de lui, c'est Joseph Maria Grégo, qui est co-encadrant de la thèse. Et à côté de lui, Éric Gauthier, professeur des universités à l'Université Grenoble-Alpes, et qui est aussi rapporteur. Pardon, j'ai pas dit que Joseph Maria Grégo était responsable de recherche assistant à Chaque Vision. Ensuite, juste derrière lui, nous avons François Yvon, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est également co-encadrant, co-directeur de la thèse de Maxime. Et enfin, à distance, nous avons Philippe Jambet, qui est professeur à l'Université de Montréal. Donc, nous allons commencer la soutenance, évidemment, par un lever à quart d'heure pour présenter votre travail. Très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ma soutenance de thèse sur le sujet la réflexion neuronale augmentée par des. Alors, ma présentation suivra le groupe suivant avec une introduction motivée de notre sujet, les différents méthodes de l'état de l'art qui nous sont utiles en recherche, les données qu'on a utilisées et enfin les différentes contributions de notre travail. Alors, pour comprendre notre sujet, je vais partir en mouvement. Donc, à supposer qu'on a une phrase ici, de l'anglais vers le français. On voit que cette phrase contient des acronymes et des termes techniques qui permettent de traduction générique pour avoir des difficultés. Et donc, l'idée de la traduction augmentée par exemple, c'est de présenter un modèle, des exemples qui vont contenir justement des informations. Là, ici, le terme médical est difficile à traduire, pour ensuite aider le modèle à produire des traductions de meilleure qualité. Donc, voilà. L'idée, c'est de vraiment brancher un modèle vers une base de données, pour laquelle on extrait des exemples, euh, afin d'avoir des traductions de meilleure qualité, qui sont potentiellement plus adaptées au domaine si les exemples qu'on récupère sont du même domaine que la phrase se traduire, et plus traçables si on peut retracer l'origine des fragments de la traduction depuis les exemples d'origine. Deux questions de recherche se sont. La première, qui est comment est-ce qu'on peut sélectionner des exemples de traduction. Sous quel format, quelles sont les données qu'on va utiliser, quels sont les corpus qu'on va utiliser. Et la deuxième question, c'est quels critères on va utiliser pour sélectionner ces phrases-là, quels algorithmes, etc. La deuxième question qu'on se pose, c'est une fois qu'on a des exemples, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans notre traduction et quelle architecture on va utiliser. Et ces questions sont liées les unes aux autres. Donc, nos travaux s'appuient sur deux traditions historiques qui sont nos inspirations. La première, c'est la traduction assistée par ordinateur, qui consiste à donner à des procès de traduction des outils, des logiciels. Et l'une des fonctionnalités, c'est de présenter justement, étant donné une phrase source ici, le chat est assis sur le tapis, on va donner ici des exemples de traduction avec des scores de similarité. On va piocher dans une base de données ou la traductrice professionnelle va choisir. Et ensuite, une traduction sera proposée manuellement, guidée par les. Une autre tradition, c'est celle de la traduction à base d'exemple, le BNT, qui vient des travaux de Nagao, qui utilise un raisonnement par analogie. Donc, étant donné ici la phrase source de 4 titres, on va récupérer un certain nombre d'exemples, le plus possible, et on va identifier des fragments. Par exemple, ici, The Cat, on identifie que cette traduction, c'est le chat. Et une fois que c'est identifié, on va pouvoir éditer la phrase source en remplaçant ici The Cat par le chat. Et comme ça, on va automatiquement construire une phrase de traduction. Alors, je vous parle maintenant de l'état de l'art dans le sujet, et notamment en commençant par la recherche d'information. La recherche d'information, c'est un grand champ d'études. C'est notamment ce qui est derrière, par exemple,
moteurs de recherche Internet, qui consiste, qui se formule de cette façon-là. On donne une requête Q ici, qui peut être textuelle, qui peut être n'importe quoi. Ici, c'est une question, quelle est la capitale du Mali? On va rechercher dans une base de données l'ensemble de documents, on va les sélectionner, uniquement ceux qui sont plus pertinents, et on va notamment les ordonner selon un score. On peut distinguer deux types de méthodes. Premièrement, les méthodes dites discrètes ou lexicales. On peut appliquer ce framework. En fait, la phrase requête Q sera notre phrase source et les documents correspondent à des exemples de traduction. Donc voilà. Première méthode, méthode discrète ou lexicale. Pour la traduction, on va parler de fuzzy machine. Et on a deux scores qui sont associés, utilisés principalement. BM25 qui vient plutôt de la tradition de l'information et la distance de Levenstein qui vient plutôt de la tradition système. Il y a également les méthodes dites continues sémantiques, ce qu'on appelle le bench retrieval. On va utiliser des encodeurs entraînés pour faire de la recherche. Donc, dans le cas de la traduction, on aura deux cas de figure par rapport aux données qu'on a accès. Soit on a accès à ce qu'on appelle une mémoire de traduction, et donc, étant donné une phrase source dans cette traduction, on va chercher des phrases qui sont similaires dans la langue source. Et comme c'est la langue qu'on peut faire des recherches lexicales, et on va garder des phrases cibles qui sont associées. Alors, on pourrait utiliser dans les modèles à la fois la source, par exemple, X1 ici et Y1, mais en fait, les modèles n'utilisent que le côté cible des exemples. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver également dans le deuxième cas de figure, directement rechercher les phrases dans le côté cible. Et donc, à ce moment-là, on peut plus utiliser des méthodes lexicales classiques, on utilise des méthodes de recherche cross-link qui s'appuient sur des. Alors, les modèles d'intégration d'exemples, je les ai regroupés en trois catégories. La première, les modèles d'édition, ensuite les modèles sec-to-sec de génération conditionnelle, et alors, je vais commencer par les modèles d'édition. Édition va prendre au sens de anglais de transformation, dont leur principal représentant est le transformeur de Levenstein. Et ce qu'on appelle KNFT, c'est la version en fait, du modèle. On va avoir une phrase exemple. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Étant donné une phrase source à figure, déjà elle est sur le papier, on va encoder. On va avoir plusieurs étapes d'édition pour produire à partir de cette phrase exemple qui est supposément proche de la traduction, vraie phrase de traduction par rapport à la source. Le modèle va d'abord choisir est-ce qu'il garde ou est-ce qu'il supprime les tokens. Ensuite, entre chaque token, il va choisir un nombre de tokens à insérer. Et pour tous les tokens vides ici représentés par score, le modèle va prédire le terme de vocabulaire qui et l'avantage de ce modèle, c'est qu'on a une transparence complète sur l'origine en fait des termes par rapport à l'exemple d'origine. Donc on peut avoir une meilleure confiance si on peut retracer justement jusqu'au début d'origine. Ensuite, les deuxièmes modèles, c'est ceux de génération conditionnelle, séquence à séquence, qui ont une architecture plus familière, dans encodeur et qui sont autorégressifs. Les tokens vont être générés un par un. La différence, c'est la façon dont on va encoder les exemples. Donc, soit on a un encodeur séparé, soit tout simplement on répète l'exemple. Et donc, nous, on va appeler NFA dans la suite. C'est ce qui correspond ici à concaténer à la source. Et enfin, on a ce qui est à la mode en ce moment, c'est-à-dire les grands modèles de langue. Je reprends ici par un personnage musclé et voilà, parce que c'est un gros modèle traîné sur beaucoup de données et dont l'objectif est de générer du texte, de compléter du texte. Et donc, pour les aider dans la traduction, on va leur présenter la tâche, on va lui montrer des exemples. Et donc, la complétion logique du texte, ça va être de produire la traduction de ce. Voilà, alors maintenant, je vais vous parler des données qu'on a utilisées. Alors, on a utilisé deux capes de langue.
toutes nos données sont issues d'Opus déjà, et les Français. On a repris les données des travaux de GKOXU de 2022, enfin les données, ce qu'on appelle ici la version P1. Mais on s'est rendu compte ce corpus n'était pas totalement propre. On a fait une version P2 après, un filtre Comet-Kiwi. On a 11 domaines pour à peu près 4 millions de phénomènes. Et c'est 11 domaines ici qui vont médical, financier, Wikipédia, informatique, etc. Et on a également des données anglais qui nous viennent directement des travaux, et tels quels des travaux de Harvey pour un 2005. Donc, dans le résultat, on va parler de tel 06, tel 04. Quand on travaillait avec la version V1 des qui correspond à tel 06, des phrases pour lesquelles on récupère un exemple qui est de qualité. Tel 04, l'exemple préféré est de qualité plutôt médiocre. Voilà, alors ici, ça va être une tablette de suivi des résultats qu'on va compléter au fur et à mesure de l'avancée. Avec, dans la première colonne, la technique utilisée pour sélectionner les exemples à l'apprentissage. La deuxième, au niveau de la section des exemples à l'inférence. Le modèle qu'on a utilisé, ici le pipeline c'est TMFT, ici avec un seul exemple, qui obtient le score de traduction de 35. J'expliquerai plus tard ce que ça veut dire engine et DL. Voilà, alors le premier tableau, il consistait à développer un nouveau modèle, le transformer de Shire, qui est en fait une extension de TMFT. On est parti du constat que lorsqu'une phrase était produite par le modèle TMFT, et qu'on regardait l'origine des tokens produits, lorsqu'un token a été copié de bout en bout depuis un exemple, il a une précision, c'est-à-dire une probabilité d'être présent dans la phrase de référence d'à peu près 90%. Alors que lorsqu'un token est généré, la précision tombe à 50%. Donc l'idée qu'on a, c'est de dire si on donne plus d'exemples au modèle, en fait, il aura plus d'opportunités de copier des fragments et donc d'augmenter sa précision globale de traduction. Donc voilà, comment fonctionne notre modèle? Alors, au lieu d'avoir une phase d'entrée, on a n, qui ici est égale 2, et les étapes sont assez similaires à TMFT, supprimer les tokens, on va en ajouter, en insérer, et lorsqu'on insère, on souhaite que les phrases soient alignées. Donc ici, vous voyez, les phrases sont alignées, les phrases sont alignées. Il y a A et 2 qui sont alignées, alors qu'ils sont pas identiques, mais correspondent à une couleur verticale. Et on a notre module de combinaison qu'on ajoute, sélectionner en fait, un chemin pour avoir on se retrouve avec cette phrase-là, et ensuite, de manière identique à TMFT, on va prédire le degré. Et aussi, on va pouvoir, ici j'ai indiqué en bleu, l'ensemble des tokens qui ont été copiés de bout en bout depuis les exemples d'origine. Voilà, l'architecture ressemble à ça. Donc, c'est la même que TMFT, à la différence différencier les différents exemples. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le fonctionnement du transformer multilevel et même de TMFT, c'est son apprentissage. Donc, les étapes d'édition sont vues comme un processus markovien. C'est-à-dire que, en fait, on voit les séquences en cours d'édition comme des étapes, et les décisions sont en fait des éditions, donc délétion, insertion, etc. Et donc, on va présenter à l'entraînement un ensemble d'étapes, donc de séquences en cours d'édition, et des décisions qu'on va considérer comme optimales, demander au modèle de copier. Et donc, la question, c'est quelles sont les étapes qu'on présente à l'entraînement, et aussi, étant donné un état d'édition intermédiaire, quelle est la décision optimale d'édition à effectuer, et donc, on va pouvoir définir ces notions. Justement, le Linux transformer de la machine classique, ce qu'il proposait, c'est de minimiser le nombre d'opérations. Nous, ce qu'on propose, c'est de se dire, on veut faire utiliser un maximum les tokens issus des exemples. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire, de manière indépendante. Donc ici, en fait, on va avoir un graphe bipartite entre les exemples et la référence. Et quand les tokens sont reliés, ça veut dire qu'ils doivent être
là, c'est un aliment qui est proposé, et on voit qu'en fait, il est assez redondant. Quand on fait l'élément de la vente, un cas particulier. Mais nous, ce qu'on propose, c'est de faire un alignement global, où en fait, individuellement, les phases sont peut-être moins correctement alignées. Ici, il n'y a que 3 tokens économiques, contrairement à 4 ici. Mais globalement, ici, la phase est plus ouverte par les tokens, et donc on va utiliser plus de tokens des phases d'exemple si on lui apprend à appliquer les tokens qui sont ici soumis. Une fois qu'on a cet alignement, on résout avec je ne vais pas détailler ici, mais voilà, on va pouvoir reconstituer exactement les décisions qu'il faut obtenir et un ensemble d'étapes représentés à l'entraînement. Donc ici, l'état initial, c'est les exemples initiaux, et les décisions à avoir à ce moment-là, c'est de supprimer les tokens qui ne sont pas cliqués. Ensuite, depuis cet état, on va pouvoir insérer un certain nombre de tokens de cet état, et on va ajouter un certain nombre de tokens de sorte que leurs conditions soient correctement alignées avec la réponse. La combinaison va ensuite choisir, enfin, sélectionner tous les tokens qui sont correctement, qui sont corrects par rapport à la référence. Et enfin, pour la prédiction, on va tout simplement prédire, en fait, enfin, apprendre à prédire les tokens de la référence pour ceux qui sont marqués. Alors, le problème qu'on a présenté uniquement ces états depuis les exemples initiaux jusqu'à la référence, c'est que le modèle, c'est une guide d'exposition, le modèle fait des erreurs à la référence et se trouve dans des états qui ne sont pas familiers. On va lui présenter, on va briter en fait, on va lui présenter des états non optimaux, afin que lorsqu'il se retrouve lui dans ces états à la référence, il puisse retrouver son signal et bien pas accumuler trop les erreurs. Et donc c'est exactement ce que représente ce grand graphe que je ne vais pas détailler. Mais je vais prendre un exemple, c'est celui de la politique de sélection où en fait, avant la combinaison, on va dans cet état-là limiter certains tokens en les remplaçant avec une certaine qualité des tokens des phrases exemples d'origine. Et on va apprendre au modèle à ne pas sélectionner les tokens qui sont ici. Donc maintenant, je vais passer au résultat. Alors, le premier résultat, c'est celui du taux de copie. C'est ce qui nous intéressait, enfin, c'était une première motivation. Donc, tel LFT, c'est une baseline. Tel 1 LFT, c'est la même chose. On a enrichi, en fait, le régime d'apprentissage avec la politique chronique pour justement présenter des états, plus d'états normativement que tel LFT. Et PM3LFT, où on augmente le nombre d'exemples, et on voit qu'ici, on augmente de 4 points le taux de copie. Ensuite, au niveau du cerveau, ici, vous pouvez donner T1, T04, T06. Alors, NFA, c'est peut-être dont je vous ai parlé, où on sait qu'en fait, il marche assez bien, qui est le modèle de mesure objectif. Et PMFT, c'est le TMP. Voilà, donc les apports qu'on a ici permettent d'augmenter assez fortement les scores bleus de traduction par rapport à la PMF. Et on a également, donc ça je n'en ai pas parlé, ajouté des points d'entraînement et réalignement à la référence qui permettent davantage de performance du modèle. On ne rattrape pas NFA, mais on est quand même bien au-dessus de. Aussi, chose intéressante à voir, c'est en fonction des domaines de chaque colonne, on va avoir des comportements qui sont assez différents. On se voit que par exemple pour ECB, financier, EMEA, CAL, les améliorations sont plus flagrantes que pour certains domaines où en fait les changements de ce bleu sont assez faibles, voire même parfois ils diminuent avec les améliorations. Donc voilà, on complète le tableau de résultats. On voit qu'on remonte à peu près de 3,5 bleus par rapport à baseline. Mais ce qui est flagrant, c'est qu'on n'a pas du tout touché à la sélection des exemples, que ce soit la passage ou la France. C'est justement ce qu'on va voir juste après. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut sélectionner des bons exemples, que ce soit à la française ou à la France. Et donc, la sélection d'exemples se fait en 3 étapes. Première étape, on va choisir un domaine, un corpus depuis lequel on va récupérer les phrases exemples. Alors, ce corpus, il peut être adapté dans le même domaine que la France, c'est ce qu'on appelle ici. On pourrait penser que
préférable d'avoir un corpus générique qui atteigne plein de domaines pour pas s'embêter. Ça, c'est au bout de domaine. Et ou alors, et puis pas, c'est aussi en de domaine. C'est ça. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné le domaine, on va, au lieu de calculer un score très coûteux sur l'ensemble des exemples, un score qui est moins coûteux, comme j'aime vous parler et P25, ou alors on peut c'est aucun chiffre, pour sélectionner un certain nombre de candidats jugés pertinents. Et ensuite, on va utiliser un score d'attendancement qui lui peut toujours B25, mais les variantes qui sont de la chaîne, elles sont plus coûteuses à mettre en œuvre. On va également voir des techniques de réordonnancement avec la seniorité ou LMR qui permettent de produire plus de diversité dans les exemples qu'on récupère. Au lieu de récupérer des top 4 exemples, on récupère des exemples qui sont supplémentaires entre eux. Voilà. Alors, je vais enfin vous parler de ce que ça veut dire NGM. NGM pour plus grand énigramme commun. Donc, en fait, tout simplement, on va sélectionner des exemples pour lesquels le plus grand énigramme commun est au-dessus d'un certain seuil. Si ce seuil, par exemple, il est de 2 ou 3, on voit que l'exemple 1, qui est un énigramme commun de taille 3, sera sélectionné, alors que l'exemple 2, malgré le fait qu'il ait plus de tokens en commun, le plus grand énigramme est de taille 1, donc lui ne sera pas sélectionné. On a aussi BM25. Ici, en tant que filtre, on va récupérer les 100 premiers candidats. BM25, c'est une variante de TF-IDF qui va en fait principalement mettre un poids sur les termes qui sont rares. Donc, par exemple, l'exemple 1 contient deux termes en commun, comme l'exemple 2. Et ces termes sont plus rares avec Bernstein que l'exemple 2 avec Porte et U qui sont très, très génériques. Et donc, BM25 va donner un score plus haut à l'exemple 1 qu'à l'exemple 2. Alors, pour ce qui est des scores d'ordonnancement basés sur la distance d'édition, celui qui est le plus largement utilisé, c'est quasiment le seul à utiliser, c'est celui de la distance de Bernstein. Donc, c'est une distance qu'on calcule entre deux séquences, qui correspond au nombre minimal d'opérations atomiques qu'il faut effectuer, de délétion, ici qui coûte 1, le delta, d'insertion, le iota qui coûte 1, et de remplacement en gros. Donc, ce score de distance minimale, on appelle ici grand delta, et à partir de ça, on va construire un score normalisé entre 0 et 1. De sorte que si le score de 1, les phrases sont identiques, et si le score 0, c'est le score plus que les phrases sont similaires. C'est un score de similarité. Le problème de la distance de Levenshtein, c'est qu'ici, si les termes communs sont trop éloignés en termes de position, ici sur le texte, en fait, quand on calcule ce score-là, le score au final sera de 0. Alors que ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait si on voudrait par exemple réutiliser les tokens ici. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de s'intéresser à une variante qu'on appelle le Biggest Common Subsequence, qu'on caractérise le function commune. Le coût de délétion, il est mis à 0. Donc, pour calculer le score à la fin, ici, on a un score de 0,43 qui prend bien en compte le fait que sur le tapis, ça va bien matcher avec la source. L'autre problème de LCS, c'est que, en fait, la taille de la phrase d'exemple peut être arbitrairement grande, plus grande sous-chaîne commune. Et donc, cette phrase ici aura le même score que celle qui est pertinente, puisqu'elle apporte plus de bruit. Et donc, nous, on propose d'avoir un coup de délétion non pas de 0, mais un petit coup, de sorte qu'on puisse pénaliser justement ces phrases qui apportent plus de bruit que de percussion. Alors voilà, je vais passer au résultat. Le premier résultat pour le transformer multi-chain, c'est de voir que le filtre P25 est toujours mieux que le filtre N-gram. Et ça, on peut peut-être. Ça, on a peut-être pu le voir par rapport à l'exemple que j'avais donné pour NGM et BM25. Ensuite, on a vu que BM25 et la distance de Levenshtein utilisés ensemble, en BM25 en tant que filtre et DL en tant que score, à l'entraînement étaient plus efficaces que les variantes. Alors qu'à l'inférence, le delta L16 qu'on a introduit marchait mieux. On s'est posé aussi la question de qu'est-ce qui se passe si on retire le filtre. Si on a notre baseline et si on a la meilleure paire
25 pipes et T à l'entraînement et TLCS à l'inférence. Et donc, lorsqu'on retire le filtre B25, d'avoir plus d'exemples pertinents, on voit qu'on arrive à augmenter légèrement de 0,6, 0,3 le score. Et donc, en fait, c'est un compromis qu'on peut avoir entre rapidité, nature d'exemple et qualité des exemples. On a également fait des expériences avec NFA. Alors, NFA, c'était assez surprenant parce qu'on a vu que peu importe le fil qu'on utilisait, peu importe le score qu'on utilisait, en fait, le modèle avait des scores, sur l'entraînement ou l'inférence, le modèle avait des scores. Et on a vu aussi de manière assez surprenante qu'utiliser plus d'exemples marchait moins bien que d'utiliser un seul. On a également fait des expériences avec le modèle Bloom, qui est un grand modèle de langue, multilingue, on connaît les données d'entraînement. Et ces résultats sont beaucoup plus corrélés avec ceux du transformer de multi-level chain, qui qui marche mieux que le DL, puisque ici c'est juste de l'inférence, et qu'ils aient plus d'exemples, ça on sait déjà de toute façon, ça marche mieux. Je vous avais parlé de la sélection du corpus, et donc à la question qu'on s'était posée, est-ce que ce générique, depuis lequel on récupère les exemples, est-ce que c'est bien? Et en fait, doublement non. Premièrement parce que déjà ça met plus de temps, c'est plus grand que les exemples, mais ça diminue également lorsqu'on récupère des exemples qui ne sont pas issus du domaine de la fonction, on va dégrader les patrons. Et c'est surtout ce qu'on voit avec extra. Quand on se trompe en fait de domaine, on va avoir des scores qui sont donc c'est très important d'identifier les domaines depuis par rapport à la fonction. Donc voilà, on complète encore notre tableau de suivi des résultats. Avec ici, ce qu'on a changé, c'est tout simplement les méthodes de sélection à l'entraînement et à l'inférence. Et on voit qu'on arrive à augmenter les 5 points bleus par rapport à notre point. Alors, quelque chose dont j'avais un petit peu parlé, c'est la tâche ici, de sélectionner un ensemble d'exemples. Et donc, plutôt que de récupérer les 3 premiers selon de faire ça, ça risque de donner des redondances. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir de la complémentarité entre ces exemples? Donc, pour prendre un exemple, ici, on a la phrase le chef assiste au pilier du salon. Si on récupère, donc ça c'était un jeu de données artificiel pour illustrer, si on récupère les 3 liens, les 2 suivantes ici trouvent exactement les mêmes termes que la donc c'est totalement redondant, donc pas tellement intéressant tant récupérer qu'un seul. Alors que si on récupère des exemples qui, individuellement, avec le score ici, sont moins pertinents, on arrive à toute l'ouverture de la phrase qui est plus élevée, puisqu'on arrive à trouver ici tapis, salon, enfin, plus de termes que des exemples. Donc il y a 2 méthodes qui vont nous permettre d'arriver à ces objectifs. Une qui est déjà utilisée, c'est celle de Carbonell et Eggestein, où en fait on va avoir un algorithme itératif qui va sélectionner des phrases qui sont pénalisées lorsqu'elles ressemblent trop à ce qu'on a déjà récupéré jusqu'à maintenant. Donc ça va en fait imposer de la diversité dans les traitements. Et ici, c'est le cas de pénalité avec un. Et la deuxième méthode, c'est celle de la sous-modularité. Donc, supposons qu'on veut choisir ici 3. Chaque exemple est représenté par une barre ici. Et chaque barre a des carrés bleus qui correspondent à des aspects de la phrase source qui sont couverts. Donc, un aspect, ça peut être est-ce que le token est présent, par exemple, dans la phrase source, mais ça peut être des choses un peu plus sophistiquées. Je vais notamment pour dire une couverture. Et donc, si on récupère les exemples les 3 meilleurs exemples individuellement, on va récupérer les 3 premiers, puisque c'est eux qui individuellement ont le plus grand de la source. Et en fait, on va être très redondant, on va obtenir l'ensemble Z1 ici, qui prouve que 5 aspects sur les 9. Alors que si on récupère l'ensemble Z2, qui nous paraît probablement le plus pertinent, on va trouver 8 aspects des 9. Le problème, si on utilise les méthodes modulaires classiques, c'est qu'on risque de récupérer, on va essayer de maximiser la couverture,
on risque de récupérer cet exemple-là. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir tous les aspects qui sont couverts. Mais cet exemple-là, individuellement, il est très peu pertinent. Et donc, il y a beaucoup de chances qu'en fait, lorsqu'on présente le modèle, il y a plus de bruit que d'informations. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit une fonction de couverture pondéralisée, où en fait, on ne regarde pas est-ce que l'aspect est couvert par des exemples, mais chaque aspect va être couvert additionnellement le nombre de fois qu'il est couvert par exemple, avec un facteur de décroissance lambda. Donc, par exemple, si un aspect est couvert 3 fois, il aura un score de couverture 1 plus lambda plus lambda carré, avec lambda qui est une valeur entre 0 et 1. Donc, si ici on choisit lambda qui est de 0,5, si par exemple on a 1 plus 0,5, et qu'on va additionner cette couverture à lycée sur l'ensemble des aspects, on obtiendra un score de 9,5 sur l'ensemble Z2 qui intuitivement nous paraissait plus pertinent. Alors que quand on va faire sur l'ensemble Z3, c'est lui moins pertinent, puisqu'il y a un exemple ici comme ça fait, et qu'on va calculer notre score de couverture lycée, on va tomber sur un score de 9 qui est moins élevé. Donc, si on essaie de maximiser nos fonctions de couverture lycée, c'est plutôt cet ensemble de gauche qu'on va choisir. Et donc, voilà, c'est justement ce qu'on voit dans nos expériences avec les choses. Puisque lorsque lambda vaut 1, ça correspond à prendre les 3 cas. Alors que lambda, quand il vaut 0, ça revient à maximiser la couverture purement, sans message. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 0,2, 0,5, c'est là qu'on arrive à avoir des cercles massives. Et donc voilà, on complète encore notre tableau de résultats avec les méthodes modulaires ici avec lambda 0,4 et LMR dont vous avez parlé plus tôt. Et on voit qu'on arrive à augmenter encore davantage les cercles. Et donc, je vais finir avec une dernière étude qui consiste à étudier les méthodes de recherche cross-link, cette fois-ci, d'exemples, parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les exemples étaient recherchés avec des méthodes de fuzzy matching que les sources dans une de traduction. La motivation, c'est de voir qu'en fait, NFA et Multi-Levelstein, ils disent que le côté des exemples, soit la quantité ou à l'inférence. Et donc, plutôt que de se restreindre à un corpus biparallèle, si on a accès à un corpus du même domaine qui est beaucoup plus élevé, pourquoi simplifier? Et là, par exemple, à Wikipédia, qui est 75 fois plus. Alors, la recherche d'exemples dans une configuration cross-ling, elle se fait peut se faire de plusieurs façons, et une façon qui est assez connue, c'est d'utiliser duel. Donc, on va avoir un encodeur ici qui va encoder la fonction. On va avoir un encodeur ici qui va encoder l'ensemble des exemples. Et on va calculer un score de similarité entre la fonction et l'ensemble des exemples. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des encodeurs qui permettent qui sont pré-entraînés et qui sont ce que j'appelle alingues, c'est-à-dire que les représentations dans différentes langues sont sur des langues communes. Deux traductions mutuelles, normalement, doivent être développées. Et donc, pour les utiliser, chaque façon. Par exemple, il y a Laser, Sinar, d'autres modèles. Le problème qu'on a avec ce modèle-là, c'est que la similarité, ici, c'est la similarité cosinus qu'on choisit, en fait, elle n'a aucune raison de correspondre de manière sous-jacente à une similarité lexicale, plutôt sémantique. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout ça, et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et donc, lorsqu'on ordonne des phrases selon ce modèle-là, est-ce que c'est vraiment un point qui est pertinent? Et donc, nous, notre idée, c'est d'avoir une méthode de fine-tuning, de sorte que, à la fin, cette équation soit la plus vraie possible. Autrement dit, lorsqu'on calcule la similarité entre la pursuit et un candidat ici utile, sommation f près, on veut que ça corresponde de manière sous-jacente à une similarité lexicale. Donc, ici, par exemple, la distance de Levenstein. Et donc, la distance de Levenstein entre le candidat et la traduction. Alors, à l'apprentissage, on a accès à cette traduction, mais à l'inférence, en fait, le modèle, on peut dessiner ce qui pourrait être une traduction de manière sous-jacente. Voilà.
Euh, et l'apprentissage se fait selon une fonction de test basée sur un objectif de régression. Voilà, tout simplement, on va éliminer l'erreur, donc transformation de la similarité cosinus et la distance de Einstein. Et on va essayer avec MS. Ici, je ne l'ai pas mis, mais on a aussi regardé avec un loss d'ordonnancement, mais qui marchait un petit peu moins bien. Je ne l'ai pas mis. Euh, voilà. Alors, notre premier résultat concerne l'achat dans une mémoire de traduction. Donc, en fait, on s'est placé dans le cas où on a accès à une mémoire de traduction. Pourquoi? Parce que ça nous permet de se comparer aux méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, ici, on a multi-level time, ici, on a NFA, et les deux, on commence sans exemple. On va regarder les résultats avec ce qu'on appelle fuzzy gold, qui est une forme d'oracle. Fuzzy gold, ça va correspondre à faire une recherche fuzzy match, mais avec à partir de la référence. Donc, on va aller chercher des exemples côté cible en trichant avec la référence. Donc, c'est ce qu'on peut espérer atteindre si nos modèles cross-lingue étaient très efficaces pour récupérer justement ce qui est proche de la référence. On a fuzzy SRT, donc pareil, fuzzy matching, mais au lieu de faire côté cible, on va faire côté source. En fait, c'est également de la triche, puisque en fait, dans un purement traitement, on n'a pas accès à la source. On a fait CPT, CPT pour back transaction, rétrotraduction. On va rétrotraduire les phrases cibles côté source. Et on va faire une recherche de matching. On va faire une recherche de match, des exemples rétrotraduits. On a enfin des modèles laser, lapseux qui sont préentraînés. Et nous, on propose, on a nos résultats ici avec les méthodes de fine-tuning. Et ce qu'on voit, il y a une exception ici avec les données, je peux en citer si vous voulez, c'est qu'on rattrape quasiment les scores de Fuzzy SRC. Donc, ça veut dire que si on ne se restreint pas au corpus parallèle, on a un corpus plus grand, on pourrait potentiellement dépasser en fait, les résultats de Fuzzy SRC. Et c'est justement ce qu'on regarde dans une expérience réaliste. Donc, cette fois-ci, on a vraiment accès à un grand corpus monolingue. Donc, ici, ça fait une pédale, on parlait, 45 millions de phrases au lieu de 6 000, 600 000, 6 000. Et donc, on a un résultat avec Multi-Einstein et MFA. Et ce qu'on voit, c'est que nos méthodes de fine-tuning, ici, on peut mentionner rapidement, sont tout le temps au-dessus de l'APSE et de méthode de FSBD. Et en fait, on regarde ici, c'est l'augmentation du score bleu quand on augmente au fur et à mesure la taille du corpus de recherche. Et on voit que c'est quasiment linéaire. Et donc, voilà. On peut compléter enfin notre tableau de résultats. Donc, avec le modèle ici, le fine-tuning avec NSE et MAE. Et on voit en fait que lorsqu'on regarde le score classique, on est comparable au score XIDL qui correspond à ce qu'on fusil SRC dont on a parlé plus tôt. On a à peine 0 en différence. Donc on pourrait également utiliser des méthodes de sous-modulaire, essayer d'améliorer encore ça, mais on l'a pas fait. Et on pourrait également essayer de voir les expériences qui sont en cours. Comment est-ce qu'on peut intégrer des exemples uniquement côté cible dans un modèle de langue, lui, de base, des exemples côté source. Donc voilà. Euh, on s'est posé la question qu'est-ce qui fait un bon ensemble d'exemples? Et donc, on a plusieurs éléments de réponse. Donc, le premier, c'est la qualité des exemples. Donc, on a vu que plus des exemples étaient courants, donc on avait ces delta access au lieu de PL, c'est plus efficace. Il y avait aussi la notion de diversité, de complémentarité, avec les techniques de LMR et de sous-modularité. Mais ce qu'on voit, c'est que, mon expérience, c'est qu'il ne faut pas pousser à l'extrême
ces techniques-là, puisque on peut tomber dans le travers compliqué, où on se retrouve avec des exemples qui sont individuellement trop peu pertinents et qui apportent plus de bruit. Donc la pertinence individuelle de l'exemple est également importante. Donc, en fait, il faut bien trouver couverture et pertinence. La quantité des exemples récupérés joue également un rôle important. On a vu que généralement augmenter le nombre d'exemples était plus efficace. Il y avait une exception à ça, que j'ai mentionné, c'est LFA, pour lequel c'est pas vraiment le cas. On a également du corpus de recherche qui est important, puisque plus le corpus est grand, plus on a d'opportunités des phrases. Si on a la possibilité d'avoir accès à ce corpus. Et enfin, au niveau du domaine lequel on recherche les exemples, on a vu que c'est très important de récupérer des exemples qui sont issus du même domaine que la chanson, tant que c'est possible. C'est vrai que si on ne connaît pas le domaine de la chanson, c'est compliqué. Mais en tout cas, si on le connaît, c'est important de respecter ça. Quelque chose dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé, c'est le comportement des modèles et de la sélection des exemples en fonction des différents domaines. Et on a vu qu'il y a certains domaines pour lesquels c'est beaucoup plus efficace d'améliorer que ce soit l'outil d'option transformer ou les différentes méthodes de sélection d'exemples, notamment quand il s'agit de domaines qu'on dit denses, répétitifs. Dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phrases qui sont regroupées en clusters de phrases similaires qui correspondent souvent à des domaines spécialisés. Par exemple, on a vu que ça marchait bien sur le médical, sur le financier, sur certains domaines informatiques également. Et quand on est sur des domaines qui sont beaucoup plus libres, comme news commentary, statistique, il y a aussi les TED Talks. Nos méthodes fonctionnent, en tout cas, on arrive moins bien à faire des améliorations. Et donc, voilà, je vous remercie. Et maintenant, on va passer à la suite. Merci beaucoup pour cet exposé. Et donc, effectivement, on va passer maintenant à la période des questions. Donc, on va d'abord passer la parole au rapporteur. Sans de la parole au rapporteur qui vient de plus loin.